quand j'ai gagné ce concours, je me suis retrouvé à faire des masterclass partout dans le monde et je parlais pas très bien anglais, j'avais jamais vraiment filé de cours, enfin pas à haut niveau quoi, pour les autres niveaux, donc c'était un peu compliqué quoi. Tu préférais faire ton concert qu'à donner masterclass. Ah bah ouais, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde est en forme pour cette 22e édition du Dessous des cordes. Et cette fois-ci, je suis très heureux, très honoré de recevoir Raphaël Feuillat. Salut Raphaël. Salut Benjamin, merci à toi. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, alors, moi je suis très heureux de te recevoir parce que plein de choses s'est passé dans ta vie quand même ces dernières années. Alors avant ça même, tu as gagné le prix GFA et tout ça. Mais moi je me souviens quand même la première fois où je t'ai vu, c'était au Festival de Paris. Et c'était, tu dois t'en souvenir, enfin pas de moi, mais que tu avais joué pour la mort de Roland Diens. Oui. Hein, c'était juste après qu'il décède en 2016. Oui, c'est vrai. Voilà, et je t'avais vu, et puis je me suis dit, putain, ça joue quoi, ça joue, avec le côté très instinctif et très soigné en même temps. Et après, premier prix GFA, après, maintenant chez Dutch Gramophone, le légendaire label de musique classique, pas un label de guitariste, mesdames et messieurs, mais un label de musique classique, un peu comme Warner et Rato, etc. Tu as 27 ans, plein de choses s'est passé dans ta vie, et puis je suis très heureux que tu nous en parles, voir qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ces dernières années. Bonjour, avec plaisir, ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui? Donc voilà, je suis Raphaël Feuillat, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup construit en fait à travers la musique, grâce à la musique, dans les conservatoires et qui a fait des rencontres inouïes sur son chemin et qui aujourd'hui essaie de partager la musique au plus grand nombre. Voilà. Et quand tu dis tu t'es construit dans les conservatoires, c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps dans mon enfance à travailler la guitare et pour moi les conservatoires c'était vraiment un endroit, c'était pas un temple mais c'était un endroit très important et je pense que je m'identifiais vraiment en tant que guitariste étant jeune et bien sûr sur mon chemin j'ai fait des rencontres, des profs extraordinaires qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont aidé à grandir et même aussi à travers les stages de guitare l'été, donc ça a toujours été quelque chose de central dans ma vie. T'as toujours respiré guitare, quoi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Bon, et puis tout ça t'a amené à faire des concerts partout dans le monde, hein, en Europe, au Brésil, en Argentine, aux USA, au Canada. T'as fait plusieurs disques, alors t'as gagné beaucoup de concours internationaux. On va quand même citer le concours de Pétraire, avec un disque à la clé en 2019, le concours GFA, même année, je crois. Ouais, 2018, ouais. 2018 et le CD est sorti aussi en 2019, donc tu as sorti 2 CD à la même année. Et puis en 2022, Visage baroque chez Dutch Gramophone. Citons quand même que, alors premier prix GFA, d'accord, mais tu as aussi Révélation classique de l'Adami, artiste. Oui. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça, Talent Adami classique. Talent Adami classique en 2021. Voilà. Et donc, comme tu disais, tes profs invités au pôle sud de Rennes. Et c'est quoi ton rôle? Du coup, tu y vas combien de fois par an Cette année, j'y vais une fois par mois. En fait, je fais un tiers des heures. On partage ça avec Hervé Merlin. Et donc, l'année dernière, c'était un peu plus intense et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait possible pour moi avec mon emploi du temps. Donc, du coup, cette année, je suis très heureux de pouvoir faire ça, de garder cette activité. Je trouve ça hyper enrichissant. J'espère que pour les élèves aussi, c'est intéressant et j'ai l'impression que c'est un bon fonctionnement. Ça me permet de vivre mon activité artistique aussi en parallèle et voilà, les choses se C'est difficile de faire tout. Oui. Ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu as combien de concerts en gros tu as combien de concerts par an en gros en ce moment? 40, 50, avec toute la promotion qui va avec, évidemment, les sorties disques, la préparation. On en parlera de ça aussi parce que être musicien en 2023, c'est pas seulement jouer de la guitare. Bon, je suis très heureux d'aborder tout ça avec toi parce que alors on va un peu essayer de te connaître encore mieux, même tes goûts, tes guitares, etc. On a des questions sur Instagram. J'ai posé des questions sur Instagram pour toi et sur ta guitare, c'est un peu revenu, donc tu vas juste nous expliquer un petit peu tout ça. On va parler un petit peu d'où tu viens, etc., de tes influences, de tes profs, ceux qui t'ont construit justement, et puis qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça te change au quotidien d'être chez Dutch Gramophone et puis même avant de gagner GFA, quoi. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Puis des petites questions bonus à la fin si on a le temps comme d'habitude. Est-ce que ça te va? Très bien. Alors, tu as longtemps joué sur Greg Smallman, c'est ça? Non, ça fait que 6 mois en fait que j'ai cette guitare. Ah, ça fait 6 mois, d'accord. J'ai passé toute ma vie en fait sur guitare traditionnelle. Alors j'ai tout inversé, d'accord. Et avant, tu avais une Field d'après. Ouais, c'est ça, Dominique Field pendant 5 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la guitare que j'ai en plus aujourd'hui, c'est pas sûr que je la garde si longtemps en fait. J'ai commandé une autre guitare, donc
Une guitare en tête allemande, lattice mais sans matériaux composites. Donc, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'étais dans une période où j'ai plein de musique de chambre de prévues avec trompette, avec violon, avec bandoneon. Et donc voilà, puis j'étais dans une période aussi où je tournais beaucoup. Et voilà, 2006. C'est pas prêt de s'arrêter, ça, j'espère pour toi. Oui. Et donc voilà, ma guitare me semblait moins adaptée en fait à mon activité. Et voilà, j'étais dans une recherche de d'autres choses. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis assez content avec la Smallman, mais pas sur tous les aspects. Alors, si tu peux, alors chez Field, qu'est-ce qui te plaisait par exemple? C'est le son, c'est la malléabilité du son, c'est l'univers sonore qui est assez extraordinaire. Voilà. Puis c'est aussi une guitare que j'aimais parce que j'ai joué dessus pendant longtemps, je la connaissais très bien. Là, évidemment, Smallman, c'est plus de confort en fait, de son aussi pour le musicien qui joue avec nous. Parce qu'autour de nous, voilà, ça crée une atmosphère qui est assez intéressante pour travailler la musique de chambre. Donc voilà, après je suis moins satisfait du son, évidemment, ça me convient moins, donc voilà, c'est toujours ce truc de... T'es à la recherche permanente. C'est ça, je suis toujours pas satisfait. On pense à Emanuel Rosfelder, qui, alors maintenant je crois qu'il s'est un peu stabilisé, mais pendant des années, tous les ans, il changeait de guitare, quoi. Donc c'est la recherche de la guitare parfaite, c'est compliqué. Et puis voilà, comme on dit, ça dépend aussi de si tu fais si là tu fais un disque, je sais pas moi, même de musique baroque, et dans une atmosphère un peu particulière, t'as pas forcément besoin d'une guitare qui envoie beaucoup. Par contre, si tu joues même avec un quatuor à cordes ou n'importe quoi, alors là, il faut. Donc chaque guitare aussi, ses spécificités, quoi. Oui, et puis d'ailleurs j'ai prévu, pour mon prochain disque d'enregistrer sur des guitares historiques, donc je vais. Voilà. Pour les enregistrements, c'est une autre démarche. Pour la musique de chambre, c'est autre chose. Et voilà. Un petit mot quand même pour rappeler à tout le monde que nous sommes ici à la Guitare à Rien, la boutique à Paris, où vous pouvez essayer plein de guitares. Alors, ils sont plus un petit peu dans la guitare traditionnelle, mais pas que quand même. Il y a des petites surprises pour tous les prix. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous serez bien accueillis avec un petit café. Et pour acheter des partitions, des cordes, ils ont tout ce qu'il faut ici. Donc, n'hésitez pas. On les remercie, comme d'habitude, de nous ouvrir la boutique quand c'est fermé. Alors, avant de faire tout ça, toi, tu viens d'où? Je viens de Cholet. Ok. Ouais, j'ai passé mon enfance à Cholet, 6 ans au conservatoire de Cholet, avec Hassan Haddadi, qui était un super prof qui m'a fait vraiment aimer la guitare, le répertoire que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'avais très envie de faire la guitare avant, et même professionnellement, mais c'était évidemment un peu naïf. D'accord, c'était un rêve d'enfant, mais tu l'avais déjà, quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait, je demandais à mes parents de m'inscrire au conservatoire, mais je sais pas, c'était pas dans la culture, c'était pas quelque chose de naturel, il n'y a pas de musicien dans ma famille. Mais t'avais quoi, excuse-moi, mais t'avais quoi comme image pour vouloir faire ça à cet âge-là? Je sais pas, écoute, à 6 ans, je voulais faire la guitare, c'était ça ou rien. J'ai dû entendre un truc, j'ai pas de souvenir très précis. Voilà, mais en tout cas, c'est venu naturellement, et donc voilà, j'avais un désir d'apprendre. Très fort, et voilà, j'ai découvert la guitare au conservatoire. Ils t'ont offert une guitare en plastique, c'est ça? Ouais, c'est ça, à 6 ans. T'étais pas un peu énervé, tu voulais pas une vraie guitare? Mais si. Si, je crois que j'étais même un peu déçu. Et après, j'ai eu une guitare classique à 9 ans, et là, je voulais vraiment prendre des cours, c'était obligatoire. C'est à 9 ans que t'as commencé pas avant? C'est ça, non. Ce qui est pas assez tard. Ce qui est pas si tôt que ça. Hein. Ouais. Alors, vous pouvez commencer à 9 ans et devenir aussi fort que Raphaël Feuillat, mais généralement dans le conservatoire, on commence en CE1, donc un peu plus tôt. Et donc Cholet, et ensuite, tu as croisé la route de Michel Grisard, si je me souviens bien, qu'on a reçu ici il n'y a pas très longtemps, tu sais. Oui, tout à fait. Et c'était 3 années, donc pendant mes années lycée. C'est marrant parce que dès que tu parles de Michel Grisard, j'ai l'image en fait du voyage à Séville qu'il nous avait organisé. En fait, on est parti à Séville, Cordoba, avec l'orchestre à cordes du conservatoire et l'octuor de guitare. Ouais. Et moi, je jouais les danses concertantes de Brouwer, donc voilà, j'ai été sollicité pour faire ce projet. C'était une chance inouïe, et puis c'était un voyage qui m'a encore plus marqué que les voyages scolaires à côté, parce que autour de la guitare, parce que Séville, parce que voilà. Donc ça, c'était génial. Et puis c'était aussi 3 années de professionnalisation pour moi. Où finalement, tu sais, c'est un peu délicat, on est ado, et le fait que ça se passe aussi bien, en fait, ça élude un nombre de questions incalculables pour se projeter, on travaillait énormément. C'était peut-être une des caractéristiques de son enseignement, c'est peut-être je pense qu'on peut dire ça par rapport à ses élèves, c'est qu'ils mûrissent, j'ai l'impression, assez vite artistiquement, et donc on faisait beaucoup de différenciation stylistique. Préparer les concours, le concours du CNSM, donc il y avait tout un travail très précis sur différents répertoires. Et ça très exigeant, tu veux dire, quoi. Ouais. Donc, et le fait
Il avait un octoire, c'est ça, au conservatoire? Il l'a toujours peut-être, mais... Et oui, et même on jouait à la folle journée. Je sais bien. Même toujours à la folle journée, hein, il y a la classe de guitare du conservatoire qui est là, sur l'îlot central. Là, pour ceux qui connaissent la folle journée, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose quand même. Hein. C'était extraordinaire, et non seulement on y jouait, et en plus on avait le pass pour aller voir les concerts. Du coup j'ai découvert un tas d'artistes extraordinaires, des œuvres, et ça m'a marqué à vie, quoi. Donc, Alors quand tu es artiste, parce que je sais que tu vas très bien faire les folles journées de Nantes, quand tu es artiste, ce qui est fou, c'est que c'est fou aussi pour les artistes, parce qu'on se retrouve aux toilettes avec les gens, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, quoi. Quand tu vas d'un concert à l'autre, parce que tu fais plusieurs concerts la même journée, et puis tu te retrouves à faire la queue avec les gens parce qu'il y a trop de monde, quoi. C'est un engouement incroyable, quoi. C'est vraiment une folle journée, quoi. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, donc lycée, classe horaire aménagée, c'est ça? Ouais. Alors c'est quoi le principe de classe horaire aménagée pour ceux qui savent pas parce que c'est? Parce que moi j'ai fait ça aussi à Paris, mais à Nantes par exemple. En fait, je l'ai fait que au lycée, donc pas avant au primaire. Et donc c'est en fait on est en cours le matin, en classe très réduite, et l'après-midi en fait on est libre d'aller au conservatoire, on a des cours de musique, et puis même on a des cours d'histoire et d'analyse le matin au sein du cursus normal en fait. Donc ce qui fait qu'on passe en revue toute l'histoire de la musique, le grand répertoire. Moi j'ai découvert les plus grands concertos, les plus grandes symphonies en cours, quoi, derrière une table, donc c'était assez fou. Donc c'est le bac TMD, c'est ça? C'est ça. Et à cette époque-là, restons sur Nantes pour l'instant, mais du coup tu avais du temps pour faire de la guitare, tu en faisais combien d'heures par jour, tu vois, c'était... Je dirais 4 heures, peut-être 3-4 heures. Et d'ailleurs, j'étais un des seuls à bosser vraiment beaucoup. Ah ouais. Et alors, je m'étais posé la question, voilà, pourquoi la musique prend autant de place dans ma vie? Ça me paraissait, même étant avec des jeunes qui qui étaient destinés à faire ça professionnellement. Donc, c'est toujours le problème quand il y a beaucoup de temps et qu'on est ado, il faut savoir s'organiser. Et après, quand tu aimes ça, c'est fait pour ça, ce système, quoi. C'est génial. Ouais. Donc, ça apprend à se prendre en main assez vite. Et puis tu sais que tu vas être musicien, a priori, quoi. Donc, donc, tu as quand même pas mal travaillé, quoi. Je veux dire, oui. Et quand tu penses le côté facilité ou pas de facilité, comment est-ce que tu te projettes là-dessus, toi? Tu penses que tu as eu beaucoup de facilité ou tu te dis non, en fait, j'étais comme tout le monde, c'est juste que j'ai bossé plus En fait, je pense les deux. Je pense que globalement, avec la guitare, c'était assez naturel. J'ai toujours appris assez vite les pièces, mais aussi parce que j'adorais ça. Et voilà. Mais j'ai aussi toujours beaucoup bossé, vraiment beaucoup. Mais vraiment sans me sentir obligé, en fait, ça a toujours été quelque chose de naturel. Donc je dirais que être doué, ça suffit pas, en fait. Surtout. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Je pense d'ailleurs il y avait beaucoup de jeunes quand j'étais en TMD qui savaient qu'ils étaient doués, voilà. Et du coup ils travaillaient pas trop. Et aujourd'hui je sais pas trop où ils en sont, mais souvent ça aide pas, quoi. Ça n'aide pas. Donc, et ensuite, tu es rentré au CNSM à quel âge alors? Et je suis entré à 18 ans, juste après le lycée, en fait. Parfait. Ouais. Et donc tu étais dans la classe de Rolandien, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, tu as eu quelques cours avec lui, du coup? Combien de temps? Ouais, pendant ma licence, en fait. D'accord. Et en fait, c'était une chance quand même de le côtoyer, de le rencontrer, de jouer ses œuvres. Et surtout après, quand j'ai fait la tournée de JF, tout le monde en parlait. Enfin, c'était quand même une figure hyper importante, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant de dire quand même, je pense que quand je suis rentré au CNSM, dans mon idée, la guitare allait être super présente. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, tout le monde faisait des concours, c'était un truc super intense. Et en fait, quand je suis rentré, il y a toute une génération qui sortait. Celle qu'on connaît, je sais pas, il y avait Bogdan, Xavier, Thibaut, ils étaient en Master 1, Master 2, ils sortaient, donc on se côtoyait assez peu. Et finalement, la guitare, pour moi, c'était aussi en parallèle avec Judicaël Pelleroy. En fait, c'est là où tout était centré, quoi. Et c'est avec lui que j'ai travaillé les concours, c'est avec lui que... c'est quelqu'un qui a joué un rôle hyper important, en fait, dans ma vie. Même au-delà de la musique, c'est une rencontre qui a beaucoup compté. Et un vrai pilier, en fait, dans ma vie d'étudiant. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, tu en parles même sur ta bio, j'ai vu comme un mentor encore. Ouais. Et alors, c'était à ce moment-là, et tu as toujours des liens assez proches avec lui, non? Oui, on a des liens très amicaux. Ouais. Et est-ce que, je sais pas moi, est-ce que tu lui montres encore, quand tu bosses des nouvelles pièces, tu aimes bien lui montrer encore? Ou c'est seulement amical maintenant? Enfin, je sais pas. Le dernier album, en fait, si, je lui avais joué mon répertoire, et en fait, il a de très bonnes oreilles, quoi. Ça fait toujours, c'est toujours très intéressant d'avoir ce retour. Après, c'était beaucoup plus intense quand j'étais plus jeune, évidemment. Et, il a joué plusieurs rôles et il m'a
aussi accompagné sur le début de ma carrière et soutenu, donc c'est quelqu'un qui était hyper présent. Comment ça, tu veux dire, il t'a soutenu Je sais pas, pour donner des exemples, par exemple, quand j'ai fait ma tournée de GFA, il m'a invité à San Francisco à donner des masterclass, on a joué ensemble. Et puis même, comme on avait des liens amicaux, on se parlait souvent et il me soutenait, que ce soit dans les doutes que je pouvais avoir, parce que finalement, c'est pas si simple, tu sais, quand tu gagnes GFA ou je sais pas, tu signes avec un label, il y a plein de questions qui se posent, il y a plein d'enjeux qui arrivent et il m'a aidé, je pense, à vivre un peu tout ça plus sereinement et voilà, à m'équilibrer peut-être. Parce que, disons-le, parce que il y a tous les caractères, quoi. Il y en a qui sont très à l'aise directement pour parler en public, etc. Il y en a qui sont peut-être un peu plus, alors timide, c'est peut-être trop fort, mais plus à l'aise derrière leur guitare. Toi, t'étais peut-être plus comme ça au départ, non Ouais, avec l'instrument, je pense que c'était assez naturel. Parce que avec l'instrument, je trouve que ça fait un peu bête de scène quand même. T'arrives, boum, t'envoies, on se dit, putain, le gars, il se pose pas de... Non, mais c'est vrai, on se dit, il te pose pas de questions, quoi. T'es pas quelqu'un fébrile avec ta guitare sur scène. Enfin, je pense que t'as jamais été comme ça, non? Ouais, non. Moi, c'était le cas. Alors, quand j'étais ado, j'avais 14 ans, je tremblais, quoi. Maintenant, c'est fini, quoi. Mais j'ai eu cette période-là, toi. Toi, t'as jamais eu cette période-là, toi? Non, je pense pas. Je pense pas aussi parce que j'ai toujours beaucoup joué, j'ai toujours fait plein d'auditions, même très jeune. Moi aussi. Non, mais je pense que c'est une question de caractère aussi, quoi. Ouais. Mais oui, on n'est pas tous égaux face au stress, au trac et tout. Et puis, je sais pas, il y a des gens qu'on a reçus ici, toi, qui savent très bien s'exprimer. Il y en a même qui prennent en off, qui m'ont dit, mais je me suis même fait aider, pris des cours pour apprendre à m'exprimer et tout ça, tu vois. Et, mais enfin, c'est une autre facette du métier, mais c'est pas forcément évident, quoi. En plus, j'imagine quand tu gagnes GFA, t'es complètement mis en lumière dans le monde de la guitare. Et ensuite, avec Deutsche Grammophon, c'est encore pareil, quoi. Et enfin, c'est un sujet encore compliqué pour toi ou... Ben oui, tu parlais de GFA. Moi, en fait, quand j'ai gagné ce concours, je me suis retrouvé à faire des masterclass partout dans le monde et je parlais pas très bien anglais. J'avais jamais vraiment filé de cours, enfin pas à haut niveau, quoi. Pour les deux niveaux. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Tu préférais faire ton concert qu'à donner masterclass. Ah bah ouais, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Le plus simple, ça a toujours été de jouer. Au bout du compte, finalement, dans le développement d'une carrière. Pour toi, mais. Ouais. Non, mais c'est vrai, on connaît des bons profs qui sont très à l'aise et puis quand c'est sur scène, ils bossent moins, etc. Ça arrive souvent, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être aussi parce que c'était central dans mon travail, dans ma conception de tout. C'est-à-dire que la guitare, ça a toujours été au milieu et finalement, à côté, ça m'a jamais. Je me suis jamais dit que j'allais faire plein d'interviews, que j'allais. Que j'allais avoir ce rôle-là et donc finalement ça vient avec le temps. Il y a un temps pour tout, j'imagine. Alors juste pour revenir aussi à Roland Dyens, parce que c'était mon prof aussi à l'époque au CNSM. Et honnêtement, moi, tu vois, avec le recul, j'ai un peu un regret, c'est-à-dire que à l'époque, il était prof avec Olivier Chassin et il était, ça a toujours été Roland Dyens que j'aurais tellement aimé recevoir dans le dessous des cordes, évidemment. Mais c'était, on peut dire, un esprit libre qui faisait ses arrangements. Alors, toujours la question, est-ce que c'était de pure musique classique, mais il était très fort dans les arrangements de jazz et tout ça. Alors oui, guitariste classique, mais coloré, on va dire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Et du coup, il était un peu jalousé quand même, à l'époque quand même, on peut le dire, parce que maintenant tout le monde dit que c'est super, mais à l'époque, un peu jalousé, parce que est-ce qu'il était à sa place au CSM de Paris, tu vois, tu jouais une fugue de Bach, bon, c'était pas son truc, tu vois, et honnêtement, je trouve qu'il y avait très peu d'étudiants à l'époque qui jouaient ses propres... Enfin, moi maintenant j'arrange, tu vois, et je me dis, putain, mais j'aurais trop aimé montrer mon arrangement à Roland Dyens à l'époque, et à l'époque ça me faisait même pas l'idée, parce que je voulais jouer du début du Bach, tu vois. Oui. Tu vois, et je sais pas, est-ce que toi tu as réussi à... Qu'est-ce que tu as pu en retirer quand même de Roland Dyens à l'époque? Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, il aimait pas qu'on joue ses œuvres et ses arrangements. Oui, c'est ça qui est compliqué aussi. Ouais, c'était un peu curieux. Non, écoute, pour moi, c'était avant tout la rencontre en fait, avec lui, le fait de le côtoyer, c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Donc, sur quels aspects, par exemple? Je sais pas, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui avait aussi une envie de faire de la musique pour tout le monde à l'international, et ça se voit dans ses arrangements et dans ses compositions. Donc, je sais pas, je pense qu'on s'entendait bien, je me sentais proche de lui par rapport à ça. Et voilà, je pense qu'il m'a compris, il m'a accompagné. Voilà, et qu'est-ce que en général, tu retiens de tes années CNSM? Alors, il y a Dyens, tu voyais aussi Jules Nickel, etc. Mais tout l'aspect, tu vois, je sais pas moi. Il y a des cours théoriques extraordinaires. Ça, c'était franchement assez incroyable. Et puis alors ça n'a pas toujours été simple, mais c'est aussi une façon de se confronter au milieu de la musique d'aujourd'hui, de demain. C'est beaucoup de rencontres. Donc ouais, ça a été franchement assez capital en fait, je dirais.
Après, comme je t'ai dit, j'étais beaucoup dans les festivals de guitare aussi à côté, je faisais des concours, il y avait tout un à côté. Mais ouais, les cours au sein même du conservatoire étaient assez excellents. Après, il y avait quand même un problème d'emploi du temps parce que c'est pas très flexible comme structure. Tu as dû le voir aussi. Ouais. En formation CA ou quoi, ou peut-être qu'il y a plus de problèmes. Non. On en a parlé ici avec Antoine Maury hier, ceux qui veulent la ref. Et ensuite, Tristan Manoukian, tu l'as eu comme prof. Tes dernières années de master, comment ça s'est passé Oui, c'est ça, c'était exactement. Il est arrivé, c'est ça, quand j'étais en master 1. Alors c'est quelqu'un que je connaissais pas en fait, et qui a une culture énorme. Mais en fait, je pense que c'est tombé à un bon moment aussi, dans la mesure où quand on est en master, on a peut-être besoin d'autres choses. Et c'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit et avec qui c'était franchement très intéressant de travailler, et qui adore les arrangements et qui était super présent, super dynamique. Donc ça a vraiment aussi beaucoup compté. Et c'était l'année, je crois, que j'ai fait JFA, donc il était à fond. Donc il y a eu tout ce travail-là. Par exemple, avec tout ce que j'ai vu sur tes disques, alors tu fais appel à pas mal d'amis guitaristes ou quoi pour faire des arrangements, mais tu fais aussi des arrangements. Ton arrangement GFA, Granados, c'est toi qui l'as. Oui. Et c'était avec lui, c'est lui qui t'a encouragé. Non, parce que ça a été fait bien avant. Okay. En fait, j'ai commencé au début de mes études. Qu'est-ce que tu as fait comme arrangement avec Tristan, par exemple C'était, on a révisé en fait l'arrangement. Ok. T'as raison. Ce qui était vachement intéressant, du coup, j'imagine quoi. Oui. Non, puis en fait, il comprenait super vite en fait ce qui allait pas. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui fait des cours très très cadrés. Et donc en fait, ça faisait vraiment du bien en fait d'avoir ce type de recul. Après, pour les arrangements, on peut en parler. C'est un autre sujet peut-être. Ouais, mais on fait ce qu'on veut ici. Ouais, les arrangements. Écoute, c'est aussi une affaire de goût, en fait, d'avoir envie de jouer des pièces qui viennent d'ailleurs de d'autres répertoires. J'ai toujours beaucoup écouté de musique depuis très jeune, et j'aime énormément le répertoire de la guitare, mais je pense que soit ça me suffisait pas, soit juste j'avais des aspirations à d'autres choses. Et je sais pas quoi dire. Je pense qu'aujourd'hui, là où c'est intéressant, c'est que je joue dans les festivals de musique, et je pense que c'est intéressant de pouvoir identifier la guitare avec son répertoire, mais aussi avec d'autres répertoires. Faire une porte d'entrée, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, quoi. Donc souvent dans tes programmes, tu essaies d'avoir un arrangement, ou finalement, t'as pas trop à y réfléchir, ou tu essaies quand même de te dire… y a aussi l'envie de développer le répertoire. Cette chose qui me paraissait importante, et je sais pas, écoute, je fais des collaborations qui me plaisent beaucoup, et je sais pas, c'est vraiment un truc de goût de pouvoir jouer des œuvres qui me plaisent. Et donc là, il y a eu tout le baroque français qui était super présent, et donc j'ai développé ça le plus possible, et ça me plaît beaucoup, et je sais pas, c'est tout un travail qui m'intéresse, et on fait plein de choses je fais plein de choses qu'on m'a jamais appris à faire en fait. Et voilà. Il y a tellement de choses qu'il faut apprendre par soi-même de toute façon. Ouais. Revenons à cette période-là. Même avec Judy Kael, alors tu dis, c'est là où j'ai commencé à faire des concours avec Judy Kael, parce que Judy Kael, qui est un super guitariste, qui était le premier à venir faire le dessous des cordes, qu'on remercie encore, qui a formé beaucoup de guitaristes en France. La première année avec Judy Kael, qu'est-ce qu'il a débloqué chez toi? Est-ce qu'il a débloqué quelque chose? Comment ça s'est passé, quoi? Je me souviens d'une chose, en fait, dans les premiers cours, il m'a dit « Ouais, c'est bien, tu fais de la guitare, tu fais le CNSM et tout, c'est bien, mais tu sais que c'est dangereux de faire que ça. » Et il m'a dit ça, et donc j'ai pas trop compris. Et en fait, après, je me suis rendu compte assez vite que on devient pas professionnel juste avec les diplômes, et qu'il y a plein de choses à développer. Et donc ça m'a boosté de ce point de vue-là. Après, c'est un super coach, et je pense qu'il y a eu plein de problèmes, en fait, que ce soit technique ou musical. Mais techniquement, tu vois, par exemple, que les gens se rendent compte, est-ce que tu as changé un peu ta position? Je sais pas, est-ce que tu as fait des exercices un peu en disant putain, ça c'est mon point faible, tu vois, je sais pas. Non, je pense c'était très axé sur les œuvres, en fait. Beaucoup l'écoute, le son. Et puis c'est lui aussi qui m'a pas mal encouragé à faire mes propres arrangements. Donc ouais, je pense qu'il a vraiment essayé d'aller chercher
tout ce qu'il pouvait en fait en moi et faire en sorte que je me développe en tant qu'artiste. Et je pense qu'il fait ça avec beaucoup de talent en fait et avec beaucoup de jeunes qu'on connaît. Bah ouais. Voilà, justement, il a réussi à faire ça sans changer radicalement un truc où tu as dû mettre 4 mois avant d'arriver à rejouer, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Il a réussi à faire ça petit à petit, quoi, sans douleur, quoi. Ouais. Super. Alors, période CDSM, période Julie Kelper-Roy, Tristan Manoukian, etc. Qui dit concours GFA. Du coup, alors, toi, comment t'as fait? T'as fait une année où tu t'es dit, ok, cette année je fais GFA, je fais Pétrère la même année, je fais plein de concours, t'avais le même programme pour tout, comment ça s'est passé, quoi? Non, en fait, je pense que je faisais les concours à peu près tous les étés, je sais pas, entre mai et juillet, et le reste de l'année, je travaillais, en fait. Et je pense que c'est une démarche qui est assez intéressante, ça permet vraiment de travailler les œuvres, de travailler en profondeur les choses, et après de voir en concours si ça fonctionne ou pas, mais c'était pas forcément l'objectif ultime, en fait. Et il se trouve que l'année où j'ai fait GFA, j'avais fait Koblenz aussi, et j'avais enregistré mon premier disque, et je faisais Rostrings aussi. C'était une année où j'étais hyper sollicité, et je pense qu'en fait, ça a probablement compté. Le fait d'avoir déjà un répertoire, le fait de l'avoir rodé sur scène aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis arrivé au GFA. Bien sûr, c'était super stressant, mais en fait, je doutais quand même pas forcément du répertoire, de comment j'allais jouer, ce que ça allait le faire, parce que j'étais déjà dans cette optique-là de finalement, c'était le concours que tu as fait en étant le plus près, GFA, non? Ouais, je pense. Est-ce que tu avais fait tous les autres? T'en as fait d'autres après ou pas trop, non? Non, pas du tout. Pas besoin, j'ai quoi. arrêté. Mais c'est vrai, tu fais. Ouais. Et alors, GFA, qu'est-ce qui se passe quand on gagne GFA alors? Ben, écoute, pour moi, ça a été quand même hyper important dans la mesure où, tu sais, quand j'avais 16 ans, 17 ans, les guitaristes que j'admirais, qui étaient même dans ma chambre et tout, en photo, c'était Julie Kell, c'était Gabriel, c'était Florent Larousse et plein d'autres. Et en fait, gagner GFA, c'est aussi rentrer un peu dans cette sphère. Et donc, au début, je l'assumais pas trop, je me sentais pas du tout légitime. Hein. Mais écoute, ça s'est fait. Petit à petit, voilà, on endosse le rôle petit à petit. Mais pour moi, ça a été ça. Donc, j'ai pris confiance petit à petit. Et c'est aussi beaucoup de concerts, évidemment. Sur le continent américain, c'est le CD Naxos, c'est une expérience de disque voilà, c'est assez intéressante. Moi, j'ai dû monter en fait, le CD super vite parce que je venais d'en faire un. Ouais. Donc, alors, j'ai vu, il y a quelques petits programmes en commun avec Pétrère, mais pas tant que ça, quoi. Ouais. Enfin, j'ai dû travailler en temps express. En plus, des pièces assez dures, après le Rachmaninoff, Scriabin, tous les rameaux. Donc, ouais, c'était une période assez. Tu t'en souviens encore? Ouais. C'était peut-être plus dur après avoir gagné GFA qu'avant, quoi, finalement. Ouais, tu étais rodé, tu avais le même programme. Ouais, c'est ça. D'accord, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, tu vois, donc tu gagnes GFA. L'année d'après, c'est ça? Tu fais tes 60 concerts? Ouais. C'est 60 concerts sur le continent américain, c'est ça? USA, Canada, Mexique un peu, peut-être, non? Pour moi, il n'y avait pas Mexique, mais je pense qu'à une époque, il y avait ça. Ouais. Et, oui, donc c'est ça. Alors, moi, j'ai adoré, hein, franchement. Mais c'est tombé aussi. Le Covid est tombé pendant ce moment-là. Ah, d'accord. En fait, j'ai interrompu ma tournée. Donc, alors comment ça s'est passé alors? C'est passé que j'étais confiné, quoi. T'es coincé là-bas? J'étais coincé là-bas. Enfin, j'ai réussi à rentrer quand même. Mais bon, c'était pas une bonne nouvelle, évidemment. Ah ouais. Donc, t'as pu faire tous les concerts quand même? En fait, j'en ai fait une trentaine et j'ai fait les autres l'année dernière, en fait. Ok. Donc, ce qui est peut-être pas plus mal non plus, finalement. Ce qui est peut-être pas plus mal, mais sur le moment, j'avais pas du tout cette. Je savais pas que j'allais pouvoir en refaire et on savait rien, en fait. Donc en fait, c'est pas tombé à un bon moment. Enfin, tu sais, quand on gagne GFA, finalement, l'après GFA, c'est toujours dur. Et moi, du coup, c'était carrément à l'arrêt, quoi. Comme alors, disons, quand même, c'est comment dire, parce que, je sais pas, pour tous les mecs qui sont, mais je dis mec et nana, hein, attention, mais tous ceux qui rêvent de gagner GFA, on se dit, parce que c'est toujours pareil, on se dit, on va rentrer au CNSM, c'est bon, j'entre au CNSM, ensuite on se dit, je vais gagner GFA, on se dit, c'est bon, je vais gagner GFA, mais en fait, c'est jamais fini, c'est-à-dire que ça dure, quand on gagne GFA, on a la tournée derrière, donc pendant 1 an, allez, mettre 2 ans, on sort le disque, etc., on tourne pas mal, on entend parler de nous, et puis après, faut durer, quoi. C'est ça qui n'est pas évident, quoi. Et si toi, tu t'es cassé en plein milieu de ta tournée, ça devait pas être très cool, quoi. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Après voilà, il y a eu le Covid, et il y a eu évidemment cette proposition avec le jeu gramophone. Alors, ça arrivait quand? Alors, ça arrivait à ce moment-là? Pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid? Ouais, en pleine dépression. Donc, évidemment, voilà, ça...
ça a débloqué la situation pour moi. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance, c'est tombé au bon moment. Après, si c'était tombé à un autre moment, j'aurais eu finalement tout autant de chance, mais ouais. Moralement, en tout cas, c'était cool que ça tombe là, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors raconte-nous, quoi. Ça se passe comment? T'es chez toi, tu reçois un mail, tu reçois un coup de téléphone, comment ça se passe, quoi? Ouais, j'ai reçu un message en fait sur Messenger, dans les trucs indésirables. Sur Facebook, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Pas de moyen de me contacter, je pense, par ailleurs. Et, bravo, hein, ne faites pas ça chez vous. Ouais, non. Comme quoi, ouais, avoir un site internet et être une présence sur les réseaux, peut-être ça peut aider. Mais en fait, tu sais, quand on gagne GFA, en fait, pour tous les instrumentistes, finalement, gagner un gros concours, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui leur vient à l'esprit de pouvoir collaborer avec un label, de pouvoir être représenté. Et finalement, pour la guitare, jamais, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de cette manière-là. Ah, ça, c'est pas direct, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu surnaturel. J'y croyais pas, je croyais que c'était une erreur. Ah ouais? Bah ouais. Tu t'es dit c'est une erreur? Bah ouais, un mec qui est sous ma gueule, un truc de ce temps-là. Et en fait, non, du coup, j'ai échangé avec eux et tout de suite, c'était très sérieux. Ils m'ont proposé de venir dans leur studio quelques mois plus tard et donc tout l'échange s'est déroulé et puis voilà, ça s'est très bien passé. Alors ça se passe comment? Par exemple, ce projet de disque musique baroque, c'est plutôt toi qui arrives avec cette idée-là, c'est eux? Alors, j'avais fait plusieurs propositions et ils avaient sélectionné plutôt la musique baroque. Donc, ok. Donc c'est fait comme ça. Mais en fait, j'en jouais déjà, je pense, à quelque chose qui les intéressait parce qu'ils avaient envie de développer peut-être ça dans leur catalogue. Puis c'est un projet que je voulais porter aussi. Donc ça connaît bien. Ça, Moi, si je l'ai proposé déjà, c'est que tu étais à l'aise avec le truc, quoi. Mais ça n'a pas tout de suite été l'enregistrement. C'est-à-dire que il y a eu 6 mois entre le moment où ils m'ont contacté où je suis dans les studios. Okay, et donc je suis dans les studios, j'ai enregistré, il y avait tout ce programme Rising Star. T'as fait ça? Ouais. Ah, super. Ouais. Et donc voilà, il y a cet enregistrement, j'avais enregistré quelques pistes. Et après j'avais plus de nouvelles. Quelques mois après, ils m'ont écrit en me proposant un contrat exclusif. Et du coup après ça a pris je sais pas combien de temps avant la signature. Après il y avait l'annonce et après il y a eu l'enregistrement, donc ça s'est étalé en fait. Tu t'es dit ça va jamais se faire? Ouais, c'est un peu ça. Et voilà, c'était un processus lent, mais voilà. Alors, depuis que tu as sorti ton disque, est-ce qu'il s'est passé des choses qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce que déjà, tu as gagné GFA, tu faisais plein de concerts et tout, il y a eu le Covid. Là, tu dis, il y a un peu moins de concerts à ce moment-là, clac. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que le jour où tu as sorti ton disque, il s'est passé vraiment des trucs incroyables ou est-ce que c'est mieux? Mais c'est-à-dire que The Germophone donc vraiment propulse les artistes, mais surtout par rapport au disque en fait. Donc bien sûr il y a des collaborations avec les agences, mais ça reste. Voilà, je suis confronté, comme tous les guitaristes d'aujourd'hui finalement, au fait que la musique est pas. La guitare est pas complètement intégrée dans le monde de la musique, et donc évidemment j'ai les deux pieds dans le monde de la musique, ce qui n'était pas le cas avant, et ça c'est un gros changement. Quand tu dis ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que je joue dans des salles où il n'y a pas de guitare en fait, ou très peu. Et donc voilà, ça va toucher un autre public. Je fais aussi plein de musique de chambre, avec plein d'instrumentistes différents et tout super. Enfin, c'est vraiment des expériences extraordinaires. Je faisais ça très peu avant, parce que les concours, parce que voilà, récital. Et donc du coup, c'est hyper enrichissant. Donc ça m'apporte aussi toute cette expérience. Et puis voilà. Et du coup. T'avais pas beaucoup de projets de musique de chambre avant ça, non? Ouais. Et il y a des trucs, comment ça se passe? Ça se fait un peu, tu vois, pour un concert, tu vas faire un duo, ou est-ce que les trucs commencent à s'établir un petit peu? C'en est où là? Ouais, donc il y a un trio avec la flûtiste avec Lucie Horch et violoniste Amy Storms, avec qui on fait vraiment un projet qui se développe sur le long terme. Ok. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai joué avec Lucienne Renaudin, c'était un concert ponctuel, trompettiste. J'ai joué avec Maria Dueñas dans le cadre d'un événement promotionnel pour les albums. Et voilà, je pense qu'on va enregistrer aussi ensemble. Donc des fois c'est le label qui sollicite, des fois c'est les salles de concert, des fois c'est. Ah oui, c'est les concerts qui te disent, des salles de concert qui disent je tel artiste et tel artiste ensemble. Ouais, en fait c'était le festival de Dresde qui avait demandé justement à Lucie Horch et moi de faire un point en commun. Et donc voilà, c'est parti de là. Donc finalement, ouais, ça peut être le hasard des rencontres, puis aussi le désir des artistes de travailler avec un tel plutôt qu'un autre. Ah oui. Trop bien. Donc ouais, ça offre des possibilités par rapport à ça. Et je sais pas, le fait de travailler en musique de chambre un petit peu, là, même si c'est plutôt récent, ça a changé des choses dans ton jeu de guitare solo, pas tellement?
Alors je dirais pas que je joue différemment, mais par contre dans la pratique, il y a des choses qui se développent parce qu'on aborde les répertoires de manière différente. Je sais pas, en ce moment je joue la Folia par exemple, et donc je joue la partie de clavecin. Et donc finalement, voilà, c'est des chiffrages aussi, donc c'est beaucoup plus improvisé. Et en fait, finalement, tout ce qu'on fait à la guitare quand on travaille le solo, travailler le son, travailler on détaille plein de choses. Finalement, en musique de chambre, c'est pas du tout l'essentiel, quoi. Donc il y a plein d'autres choses, et c'est peut-être une approche stylistique différente. C'est aussi une façon de mettre la musique beaucoup plus au centre, où nos propres goûts et nos envies sont mis, on met tout sur la table et on discute. Et donc ça apporte aussi musicalement beaucoup de choses. En fait, ça c'est très complémentaire en fait. Ouais, carrément. On se décentre finalement parce que c'est vrai que le truc solo c'est très centré sur l'artiste et ça fait du bien aussi de faire autre chose. Et il y a un prochain disque qui est prévenu chez Deutsche Grammophon ou pas encore ou non, peut-être. Ce que je peux dire, c'est quoi? Ça va être un projet de musique espagnole. Ok. Voilà. Et j'ai essayé de jouer sur guitare historique. Pour l'instant, c'est en cours. J'allais te poser la question aussi sur les guitares. T'as déjà joué sur les guitares romantiques, tout ça ou Ah oui. Oui, enfin, jamais en concert, mais j'ai déjà essayé. Et là, du coup, ce serait pas sur guitare romantique, mais plutôt guitare espagnole, début du 20e. Donc voilà, c'est... Trop bien. Alors, souvent, j'aime bien demander aux artistes un petit exercice technique et tout ça, ou même, quand des fois ils disent non, mais je ne fais pas d'exercice technique, c'est ce que tu m'as dit. Alors je te dis, si jamais tu joues dans 5 minutes, là, qu'est-ce que tu ferais comme exercice de chauffe? Il me dit, je me chauffe pas quand je joue. Mais je lui dis, mais t'es malade. Donc, t'as quand même un petit exercice que tu faisais un peu régulièrement pour que les gens. Alors, ça, c'est la guitare que nous prête la guitare arrière, ce n'est pas ni ta Smallman. Des Cario. Voilà. T'as quand même un petit exercice que tu fais de temps en temps quand tu prends la guitare ou pas? Aujourd'hui que je ne fais plus, mais que j'ai énormément fait en fait quand j'étais dans mes années à Nantes. Et c'est un exercice qui permet, qui est une base en fait et qui permet de travailler beaucoup de choses autour. Donc c'est juste en 4, 3, 1. En descendant. 1, 2, 4. En montant. Alors qu'est-ce que ça développe ça? Donc c'est la synchronisation. On peut travailler ça permet aussi de prendre les repères sur l'instrument dès qu'on prend la guitare. Et surtout, on peut travailler la vélocité, on peut travailler aussi l'écart entre le pouce et index majeur. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on laisse une corde d'écart. Moi, je l'ai raté. Et donc ça permet d'avoir le même angle d'attaque, et donc de fonctionner vraiment par position au niveau de la main droite. Voilà, on peut travailler la vélocité, on peut vraiment aller... tu fais tout le temps index majeur ou des fois tu fais aussi d'autres doigts? Toutes les combinaisons. Toutes les combinaisons sont possibles, et même 3 doigts. Si on veut, buter, pincer. Donc tous les jours, on peut se concentrer sur quelque chose en particulier. Et on peut même aussi travailler les démanchés en essayant d'être au métronome et d'essayer d'être précis. Donc c'est un exercice qui, j'ai l'impression, m'a un peu cadré quand j'étais jeune et qui me permettait d'être aussi psychologiquement stable. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, après on sent en doigt, on a l'impression qu'on a les repères et on peut y aller. En tout cas, peut-être que c'est pas ton cas, mais la plupart, en fait, généralement, moi, ce que j'aime bien, c'est faire, en 1 minute, je fais le même truc à chaque fois, et ça me permet de, je me dis, tiens, là, le majeur, il est pas bien taillé, clac, je me rassure, en faisant un petit truc très simple et tout ça. Mais souvent, c'est comme on dit souvent, l'exercice les plus simples, souvent c'est bien parce que ça te permet de te recentrer. Plutôt que tu commences jamais à faire ça à fond la caisse, toi, par exemple. Non. D'accord. Je dis ça parce que. Il y en a qui vont. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'amateurs, entre guillemets, ou même des étudiants qui jouent bien, qui ont du mal à travailler lent, quoi. Oui, ça c'est un problème. Il y avait un truc que j'ai vu passer sur les réseaux, tu sais, il y avait un grand violoniste, dont j'ai perdu le nom à l'instant évidemment, qui disait I always say practice slowly, and the reason that I say practice slowly is that there's a rule. If you learn something slowly, you forget it slowly. In other words, you don't forget it very quickly. If you learn something very quickly, you forget it immediately also. Because the brain has to have time to absorb. So the slower we do it, the better it is. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Je sais pas. Peut-être pense plus grand. Un truc comme ça. Ah ouais? Je sais pas, tu me prends un peu de cours. Je sais, c'est fait exprès. Mais c'est une bonne réponse déjà.
Écoute, si ça me revient pendant l'interview, je te... Et c'est ça. Comment tu progresses aujourd'hui? Écoute, il y a une chose qui a beaucoup changé, j'ai l'impression, enfin, en tout cas qui se développe, c'est que la façon que j'ai de travailler est beaucoup plus centrée sur la musique et les enjeux de chaque œuvre, en fait. J'ai l'impression que j'aborde les œuvres en fonction de leurs enjeux et finalement le travail sur la guitare spécifique est beaucoup moins important, mais il y a d'autres choses qui prennent beaucoup plus de temps, en fait. Analyser les œuvres, c'est ça, écouter d'autres œuvres du même compositeur, dans des instruments, ce genre de trucs. Ouais. Je sais pas, par exemple, quand j'ai travaillé la première partita pour l'enregistrement, je prenais un mouvement par semaine. J'avais des concerts aussi, je faisais d'autres choses, mais et je sais pas, donc je lisais tous les arrangements qui étaient déjà faits, j'écoutais plein de versions, donc je faisais ma propre version, donc j'écrivais. Et après, il y a tout un travail d'oreille, fixer les doigtés, donc par couches successives en fait de travail. Et finalement, il y a ça englobe plus de choses. Et donc ça prend plus de temps, mais je passe moins de temps sur l'instrument en fait. Et j'ai l'impression que, évidemment, si je bosse du bac, je vais peut-être chanter beaucoup pour entendre les voix. Si je bosse du Assad, je pense que je vais être beaucoup plus sur l'instrument, essayer plein de choses, essayer d'être plus spontané. Donc j'ai l'impression que mon travail est beaucoup plus varié, et beaucoup plus dépendant de ce qu'est l'œuvre, je crois. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu as beaucoup travaillé ta guitare à fond que maintenant tu peux aussi te permettre de libérer du temps et... Tu vois, oui. Tu as moins besoin de travailler ta guitare un nombre d'heures par jour que quand tu avais 18 ans. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, je pense quand même que, je sais pas, quand je donne des masterclass, je sais pas si c'est arrivé aussi, où tu vois quand même que finalement, ce qui peut manquer chez les étudiants, c'est parce que les doigts, souvent, ils marchent. Alors, il peut leur manquer des choses, mais finalement, c'est plutôt ce qu'ils ont dans les oreilles. À un certain niveau, c'est clair. Ouais. Mais même, j'ai l'impression pour des jeunes qui sont en 3e cycle, qui sont même en DEM, il peut manquer d'autres choses et qui peuvent peut-être faire gagner du temps. Parce qu'on choisit ses doigtés en fonction aussi de la musique. Et il y a plein de choses, donc finalement travailler des exercices, faire plein de choses et en ayant un but qui est assez vague, je sais pas si c'est toujours mieux, tu vois. Je sais pas si je suis clair par rapport à ça. Mais... Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que moi, mes étudiants en cycle spécialisé, les premiers mois, on fait beaucoup de techniques quand même, pour le son, pour l'attaque, pour tout optimiser, et puis après, on n'en parle quasiment plus, quoi. Mais on est obligé souvent de mettre, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'on met un peu à niveau au début, et puis après normalement on n'en parle que s'il y a un souci, quoi. Mais et puis la plupart du temps, de toute façon, c'est pas que le son le problème, quoi. Bon bref. Et après on peut parler que de musique, et ce qui bloque généralement après c'est plus trop la technique, quoi. Enfin chacun a ses techniques, hein, ses limites. Par exemple, il y en a qui vont être beaucoup plus rapides dans les gammes, il y en a qui sont très... Pepe Romero, il va très vite dans les gammes, on dira jamais... Enfin, moi j'irai jamais aussi vite que Pepe Romero, même si je travaille beaucoup, quoi. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. Oui, Puis il y en a qui sont très forts en trémolo, il y en a qui sont moins forts en trémolo, je sais pas, mais en tout cas il y a quand même un niveau minimum à avoir quand tu vas rentrer au CNSM par exemple. Quoi. Oui, bien sûr. Ah non, il faut pas du tout oublier la technique, je dis pas ça. Hein. Non, mais je pense que finalement oublier tout le côté apport culturel finalement est pas à négliger, même étant plus jeune, je pense. Bien sûr. Puis tu fais pas une sonate, une gamme dans une sonate de Tourina comme tu fais dans du bac. Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. C'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Il y a vraiment quelque chose dont tu es fier ou Est-ce que tu peux être fier de plein de choses, hein? Je sais pas, peut-être d'avoir toujours le même lien avec la musique en fait. Le même appétit, d'être toujours aussi heureux en fait de travailler la guitare. Parce qu'en effet, il y a pas mal de sollicitations et ça pourrait fluctuer, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me tient à ça. Donc peut-être ça, en fait, si je devais... Quand tu prends ta guitare, t'es heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce que là, on a parlé de ton parcours, il y a quand même tout qui t'a réussi quand on voit ça de loin, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des échecs, tu vois? Oui, il y a eu plein de concours, en fait, où ça n'a pas marché comme je voulais. Et puis il y a même des fois plein de concerts où je ressors, je suis pas content, en fait. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Est-ce qu'il y en a un où avec le recul tu dis ça c'est bien que ça soit pas bien passé parce que finalement tu vois j'en ai retiré quelque chose de positif. J'ai souvenir d'un concours à Kutna où j'avais l'impression d'avoir bien joué mais en fait c'était pas assez en fait. C'est sûr que c'était pas assez, en fait ça m'a un peu boosté par derrière parce que je me suis dit que c'était de ma faute en fait. Parce que
Parce que tu es sorti de scène, tu t'es dit c'est bon, enfin tu t'es dit j'ai bien joué quoi. Ouais. Et après tu as compris pourquoi est-ce que c'était pas passé. Enfin, parce que des fois on se dit j'ai pas été pris, c'est pas normal, on en veut à terre entière, on en veut au jury. Oui, bah oui. Et toi, t'as pas eu cette réaction-là, quoi, du coup quoi. Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand on repense à ce qu'on a fait, c'est jamais parfait déjà. Et il y a plein de points sur lesquels ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je pense qu'en fait, quand on fait un concours, surtout, il faut jamais. Enfin, c'est jamais assez de toute façon. Et ça marche pas. Il peut y avoir plein de raisons, mais la première, c'est qu'on aurait pu mieux jouer, quoi, finalement. Donc, je pense je sais pas, je pense que c'est un bon état d'esprit de dire que c'est finalement par rapport à soi-même que je se passe. Au bout du compte, ouais, je dirais. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter pour un jeune de 16 ans qui regarde la chaîne, qui te découvre un peu, tu vois, ou qui t'a vu à GFA il y a quelques années, ou voilà, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, quoi? Peut-être qu'en fait, écouter de la musique, s'imprégner du langage en fait, et des styles, c'est peut-être une des choses les plus importantes, c'est pas la plus importante en fait. Je remarque souvent dans les masterclass, même ailleurs, que finalement c'est pas toujours au centre, c'est pas toujours quelque chose d'important, et j'ai l'impression que c'est ce qui devrait primer, quoi. Voilà, c'est un conseil, écouter de la musique en lien et avec aller au concert aussi, quoi. Et aller au concert, bien sûr, ça va avec. Ouais, super. C'est bon, on a tout dit. On en a dit pas mal en tout cas. Bon, merci Raphaël, je suis très heureux de t'avoir reçu en tout cas, c'était un très bon moment. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo pour qu'elle soit plus virale et qu'elle tourne sur YouTube. Le pouce bleu, bravo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres interviews comme celle qu'on a faites avec Raphaël. On remercie évidemment la Guitare Aria, Fred qui nous a ouvert les portes aujourd'hui, Maxime qui est derrière la caméra, et on vous souhaite une bonne journée. Belle musique à tous et à très vite.